Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ce matin de bonne heure. Je vais évoquer au cours de la prochaine heure en fait le trading algorithmique. On en parle souvent, ça défrait la chronique actuellement avec le trading algorithmique haute fréquence. Mais est-ce que l'on peut pratiquer finalement un trading algorithmique sur des horizons de temps peut-être un petit peu plus longs? Et est-ce que l'investisseur particulier en fait peut avoir accès à ce genre de trading ou fabriquer ses propres systèmes algorithmiques pour finalement travailler plus longtemps sur les marchés, puisque l'algorithme lui ne sera jamais fatigué, et avec une dimension émotionnelle bien moindre, puisque un algorithme par définition lui, ne va pas paniquer, il va raisonner toujours froidement en fonction des contraintes qu'on lui a imposées. Donc je vais essayer d'aborder un petit peu ce thème. J'ai développé des algorithmes sur le marché du futur et sur le marché du forex actuellement. Donc j'ai une bonne expérience par rapport à ça, donc je vais essayer de vous faire voir qu'on a des outils, vous avez des outils, vous aurez des outils sur la plateforme IG dans quelques temps pour développer très très facilement vos propres idées algorithmiques que vous aurez selon tel ou tel outil. Alors, voilà juste avant de commencer, je pense que tout le monde me connaît plus ou moins dans cette salle. Donc, je suis Stéphane Sonutey, analyste technique, trader. Je suis auteur du livre Le Scalping aux éditions Gallimard. Je suis responsable du site technibourse.com, administrateur également de la SICAV Reactor 7. Vous me retrouvez de temps en temps sur BFM Business et puis je suis trophée d'or 2012 du salon de l'analyse technique. Le sommaire, donc on évoquera une petite définition, qu'est-ce que c'est exactement le trading algorithmique, comment concevoir son algorithme, comment le mettre en place pratiquement. On verra un exemple de récurrence facile à coder, c'est des petites astuces techniques qui seront là pour soit vous donner des idées dans la construction de votre propre algorithme, soit vous pouvez bien entendu essayer de suivre ce schéma tactique et essayer de le coder avec les outils dont j'évoquerai tout à l'heure. Et en toute fin, on verra l'astuce et le piège à éviter. Je ne dis pas les astuces et les pièges à éviter. Il y a vraiment, quand on réalise du développement algorithmique, il y a vraiment une astuce et un gros piège qu'il faut éviter. Donc on verra ça ensemble sur la fin de cette conférence. Alors une définition basique il y a des définitions très mathématiques, j'ai essayé de vulgariser un petit peu ça. Un algorithme est un programme informatique permettant d'exécuter une opération de bourse, du repérage de l'opportunité à la clôture de l'opération. Il y a vraiment, quand on parle d'algorithme, il y a vraiment une autonomie de A à Z concernant la recherche de l'opportunité, la prise de position, la gestion de la position, la clôture de la position. Alors comment créer finalement un algorithme à partir d'un phénomène dit aléatoire et chaotique comme la bourse? Ça c'est toujours l'éternelle question, c'est toujours les questions que l'on me pose, mais comment vous pouvez finalement créer un algorithme sur quelque chose qui est imprévisible par définition? Alors, on va s'inspirer finalement de la météo et de la théorie de Lorenz de 1963. En fait, Lorenz était un météorologue et il a essayé de construire en fait des algorithmes météorologiques pour essayer de contrôler quelque chose qui est théoriquement aléatoire et chaotique comme la météo, mais dans cet ordre, dans cet aléa, dans ce chaos, il a essayé de modéliser un ordre apparent pour essayer d'amener des prévisions météorologiques les plus précises possibles à quelques jours. Donc, c'est une approche hyper mathématique puisque ça a été le premier. Ces algorithmes ont inspiré, bien entendu, inspirent encore Météo France. Et si on arrive quand même à avoir des prévisions relativement fiables avec quelque chose de tout à fait aléatoire également
expliquer la météo, on peut partir du principe qu'on pourrait peut-être arriver à la même qualité de prévision sur les marchés financiers. Mais là, on va s'adresser à une frange très élitiste de la population parce qu'il va falloir savoir finalement mettre en équation mathématique les marchés financiers comme Lorenz a mis en équation mathématique la météo. Donc, ça va peut-être être compliqué pour la plupart des investisseurs qui sont dans cette salle et pour moi-même également. Alors il y a une autre approche, c'est s'inspirer de l'approche météorologique de mon grand-père. Alors mon grand-père était quelqu'un d'assez formidable, c'est quelqu'un qui travaillait en permanence dehors et qui avait un besoin journalier de connaître finalement le temps qu'il allait faire, de pouvoir savoir, bien entendu, où il allait travailler, s'il devait être un peu plus à l'abri par moment ou à d'autres moments. Et mon grand-père, en fait, était un très fin observateur, c'est-à-dire qu'il a passé une très grande partie de sa vie à observer la météo et les phénomènes, je dirais, essentiels qui construisent finalement une prévision météorologique, qui sont les nuages, le vent, la température, le brouillard du matin, enfin, avec toute cette fine observation, il était, en fait, j'étais totalement bluffé, parce que moi, à l'époque, j'étais assez jeune, je faisais pas mal de vélo, et c'est vrai que l'ennemi d'un cycliste, c'est tout ce qui tombe du ciel. Donc, avant d'aller faire mes entraînements de vélo, j'allais voir mon grand-père, j'ai dit, papy, voilà, la météo annonce de la pluie pour ce matin, est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que je peux aller faire du vélo? Il me dit, t'inquiète pas, tu ne te mouilleras pas du tout, même si la météo a annoncé qu'il allait pleuvoir. Et effectivement, quasiment dans 8 cas sur 10, je pouvais aller faire du vélo, contrairement à ce qu'avait dit la météo. Mon grand-père avait une finesse d'analyse météorologique bien supérieure à ce que les prévisionnistes pouvaient apporter. Donc ça m'a marqué toute ma vie durant, c'est-à-dire cette capacité d'observation et de modélisation à son niveau, sans faire appel finalement à des formules mathématiques très compliquées. Et ça a vraiment finalement marqué ma vie d'analyste technique, puisque un analyste technique par définition observe énormément des graphiques, et à partir de ces observations, moi j'ai modélisé de la même manière des phénomènes récurrents sans forcément faire appel à des mathématiques plus fondamentales. Donc on va voir que finalement pour créer un algorithme, soit on s'inspire de Lorenz, soit on s'inspire un petit peu de mon grand-père. C'est la conclusion que l'on va finalement être amené à avoir. Alors si on veut réaliser une définition un peu plus précise par rapport à ce que je viens de dire d'un algorithme, un algorithme est un programme informatique, ça n'a pas changé, permettant d'exécuter de façon autonome, ça c'est très important, de A à Z un schéma tactique récurrent, repéré sur les marchés financiers. Ça c'est la petite nouveauté par rapport à la première définition un peu basique, c'est bien coder, finalement, arriver à coder un schéma tactique récurrent repéré sur les marchés financiers. Alors comment on va concevoir finalement son algorithme? Eh bien, vous avez 3 façons pour créer votre algorithme. On en a vu 2, il y en a une 3e qui est un petit peu médiane. Donc, on va revenir sur ces 3 façons. La première façon, bien entendu, c'est trouver une explication mathématique à l'évolution du marché, comme l'a fait Lorenz avec la météo, et la coder. Donc ça, c'est vraiment réservé à, je dirais, quasiment à des universitaires, voire à des grandes banques qui embauchent une batterie de mathématiciens qui sortent souvent de Polytechnique et des très grandes écoles pour essayer de, effectivement, mettre en équation le marché. Donc autant dire que cette approche-là, au niveau de l'investisseur particulier, vous pouvez oublier tout à fait, sauf si vous avez un bagage mathématique très important et que votre dada, c'est de mettre en équation tout ça. La deuxième façon de créer un algorithme,
Ça, c'est une façon également qui fait appel également à des mathématiciens, qui est souvent utilisée dans les grandes langues. C'est coder de façon empirique et voir si cela fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'a aucune, je dirais, compétence particulière, ni technique, ni fondamentale, mais on essaye finalement de créer quelque chose, de modéliser quelque chose, et puis on regarde si ça fonctionne. Oui ou non, avec un peu de chance, la chance du débutant, c'est toujours quelque chose sur lequel des fois on peut compter. Mais souvent, quand on part dans ce principe, comme on n'a pas une expérience globale de la situation, dès qu'on va faire influer un paramètre dans son codage, on ne mesurera pas du tout la portée de cette modification, si c'est une petite modification bénigne, ou alors si ça met en l'air complètement le système. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'effet papillon. C'est-à-dire, souvent, tout le monde a entendu parler un petit peu de ça, c'est un battement d'aile de papillon au Brésil est capable peut-être de provoquer un tremblement de terre en Thaïlande, je ne sais où. Donc ça, c'est vraiment le piège, c'est-à-dire coder pour coder, on regarde si ça marche, on essaye de faire des backtesting, on modifie des paramètres, mais on n'a pas finalement le recul, l'expérience, la compétence des fois pour savoir si cette modification de codage, qui a passé un an, on n'a pas le recul et l'expérience pour savoir si finalement ces modifications auront une importance cruciale ou non. Et vous avez une troisième approche, et là vous me voyez arriver, c'est celle que j'ai utilisée, et c'est celle que je vais vous conseiller d'utiliser, c'est observer beaucoup. Moi je crois beaucoup à la force de l'observation. Je ne crois pas trop, enfin en ce qui me concerne, ça n'a pas trop fonctionné comme ça. C'est-à-dire que je me suis retourné un petit peu, j'ai passé 45 000 heures devant des graphiques, à observer des graphiques. Et à chaque fois que j'essayais de trouver quelque chose, ou une routine, me disant tiens voilà, là il faudra acheter ici, tu as tel objectif, vendre ici, protéger ta position comme ça. À chaque fois que j'ai cherché pour chercher, j'ai vraiment rien trouvé. Par contre, dès qu'une idée est revenue à la surface, en rêve, la nuit, un matin, au saut du lit, et bien finalement, c'est toujours des idées qui ont permis de faire progresser ma méthode, parce que finalement, c'est une synthèse inconsciente de tout ce que l'on a vu, et souvent, ce qui remonte, les idées que vous avez, qui remontent comme ça un petit peu à la surface, sont des idées récurrentes, c'est-à-dire c'est des assemblages techniques avec X ou Y outils qui ont tendance à se reproduire sur les marchés, et donc finalement votre cerveau synthétise cette récurrence, et c'est très intéressant puisque une fois que vous avez trouvé une récurrence, eh bien, il faut essayer de trouver sa mécanique fonctionnelle. En 1 il se passe ça, en 2 il se passe ça, en 3 il se passe ça, de façon à finalement la mettre en application sur le marché et être à l'origine de cette récurrence pour prévoir ce que le marché va faire à l'avenir. Donc observez beaucoup, trouvez et expliquez simplement une récurrence de marché, puis la coder. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible pour un grand nombre d'investisseurs particuliers. Alors il manquera simplement quelques outils après pour réussir un codage, mais on verra ça également. En fait, c'est une approche qui est quasiment identique à celle que mon grand-père a eue vis-à-vis de la météo, que j'ai finalement modélisée, moi, à l'observation des cours de bourse. Alors, comment mettre en place pratiquement un algorithme de trading? Vous avez 3 possibilités de nouveau. Alors, là, vous pouvez faire appel à ce que l'on appelle NinjaTrader. C'est une sorte de plateforme qui va vous permettre de coder, finalement, la récurrence que vous avez détectée. NinjaTrader vous permettra de faire du développement algorithmique sur le marché des futurs, si vous vous intéressez au marché des futurs. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que ça nécessite des compétences de développement.
Alors soit vous les avez, soit vous les apprenez, soit vous sous-traitez, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés comme Trading Automatique par exemple, qui est chargé de coder l'algorithme que vous souhaitez ou que vous avez mis en place, mais que vous n'êtes pas capable de coder. Et ce ne sont pas des coûts exorbitants. Vous avez une deuxième possibilité, ce sont le codage sous MetaTrader 4 ou 5 maintenant. Là, c'est exclusivement fait pour le marché du Forex. Et ça nécessite également, de la même manière que pour NinjaTrader, des compétences, un minimum de compétences en développement, voire vous pouvez faire appel à des sociétés extérieures pour vous aider à coder. Ou alors, bien entendu, il y a le système D, Facebook, les forums, il y a toujours des fils comme ça de chercheurs un petit peu fous qui sont prêts à vous aider à coder une idée technique. Et il y a une troisième possibilité qui va être beaucoup plus pratique pour vous. Elle n'est pas encore au jour d'aujourd'hui à votre disposition, mais ça ne saurait tarder. En fait, quand vous êtes chez IG Market, vous avez, moi je travaille avec la plateforme IG pour le concours de trading, avec l'application ProRealTime. Donc, vous avez deux grandes possibilités pour passer vos ordres, soit avec la page d'accueil, bien sûr, d'IG Market, et puis vous avez des graphiques qui sont accessibles, mais vous avez une interface plus évoluée d'analyse graphique qui est accessible sur IG.